Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalist pour le top des séries de 2024. Je précise encore une fois deux choses. La première, c'est que mes tops et mes flops ne concernent pas uniquement les œuvres sorties cette année. Il s'agit au contraire d'une sélection de ce que j'ai personnellement découvert en 2024. La seconde, c'est que tout ce que vous allez voir dans cette liste est classé de façon purement subjective. Même si j'essaye toujours de trouver des arguments sur la qualité ou les défauts d'une série. Dernier point, d'ordinaire, je réserve les tops et les flops aux premières saisons. Vraiment des découvertes totales. Si jamais je me mets à aborder des saisons ultérieures, c'est que j'ai pas découvert assez de bons trucs, en fait. D'abord, alors on peut commencer à étudier mes meilleures séries de 2024. Si jamais vous ne connaissez pas Resident Alien, je vous recommande fortement cette série. Le pitch, c'est qu'un extraterrestre se crache sur la Terre, et pour se fondre dans le décor, il va copier l'apparence d'un humain. Problème, il a pris l'apparence du seul médecin d'un petit village paumé dans le Colorado, et on va venir le chercher pour s'occuper des patients. Ce qui va mettre à mal ses projets personnels. La série est globalement sérieuse, mais avec des pointes humoristiques. Principalement dû à son personnage qui, malgré sa très grande intelligence, est en complet décalage social avec le reste de l'humanité. La saison 1 était vraiment excellente, peut-être un final un chouïa trop expédié, avec les protagonistes qui retrouvent Harry un petit peu trop facilement. En dehors de ça, l'apparence de l'alien est bien faite, à la limite entre le côté dérangeant et comique, et parce qu'à partir du moment où tu vois l'alien avec des vêtements humains, tu fais non, c'est impossible d'avoir peur de ça en fait. Pour la saison 2, j'ai majoritairement apprécié mon visionnage, mais il y avait des points que je trouvais un peu gênants. Principal problème à mon goût, on est passé de 10 à 16 épisodes. Alors en soi c'est pas gênant, mais plusieurs épisodes ont un goût de filler. Par exemple, Harry et Asta doivent se rendre à New York. Sauf que débarque la fille adolescente du vrai Harry, ce qui bloque les personnages pour un épisode. Et à la fin de l'épisode, l'ado repart chez elle et ne revient plus de toute la saison. Et du coup, pourquoi avoir amené ce personnage ? Dans la saison 1, il y avait la femme de Harry qui débarquait pour 3-4 épisodes. Il y avait le ressort comique de l'alien qui est coincé à cause de l'épouse qui s'incruste chez lui et qui du coup l'empêche d'agir à sa guise. Mais en même temps, l'épouse avait un vrai impact sur les autres protagonistes. A l'inverse, la fille de Harry, je suis sûr qu'on zappe l'épisode, vous ne vous rendez même pas compte que des scènes ont été coupées. Pareil, t'as un épisode qui est entièrement axé sur le féminisme, ce qui en soi est une bonne chose, à condition que ce soit un problème de fond. Là en l'occurrence, le problème de l'égalité salariale, il est résolu en un épisode. Et certains va-et-vient psychologiques de certains personnages qui sont pas forcément agréables. Par exemple, le cas du shérif, qui retrouve le même problème qu'il avait dans l'épisode 1, alors qu'il était censé avoir été réglé. Donc, sacré rétropédalage. Et en même temps, c'est grâce à ça que ce personnage a droit à une des scènes les plus touchantes et adorables de la saison. Donc, quoi. Sinon, la série reste toujours très drôle, avec des passages parfois tendus. Elle n'est pas parfaite et a quelques petits défauts, mais néanmoins, j'attends quand même beaucoup la saison 3, et je serais ravi de revoir tous les personnages. The Offer, c'est plus ou moins un biopic, qui tourne autour de la production et du tournage de ce qui est considéré comme un des plus grands films de tous les temps, à savoir Le Parrain. En allant de l'écriture du bouquin, puis son passage dans les studios de la Paramount, ainsi que tous les déboires que les mecs ont pu subir jusqu'à sa sortie. Et la série s'achève avec la cérémonie des Oscars. Je pense que si vous êtes fan du Parrain, ou juste de l'histoire du cinéma, cette série devrait vous plaire. On est vraiment aux côtés de pas mal d'aspects de la production et de tout ce qu'il y a pu y avoir. Ce qui est marrant, c'est que pratiquement à chaque épisode, tu vas avoir un personnage qui va arriver pour dire « on a un problème ». Ça a littéralement été le leitmotiv de la série. Il y a aussi tout un aspect avec la vraie mafia de l'époque. Il faut savoir que la production a vraiment eu des démêlés avec la pègre. Et vous savez, cette remarque qu'on fait tout le temps, si ça se passait dans un film, on n'y croirait pas. Et ça m'est arrivé dans cette série. Donc j'ai été vérifié sur l'historique de ce qui s'est vraiment passé. Ça s'est vraiment passé, putain. Vu que c'est une série qui se vante d'être historique, il y a pas mal de passages où tu te dis, mais non, là c'est gros là quand même, c'est pas possible. Sauf que si.
Ça s'est réellement produit. Bon, après, il y a des passages qui sont romancés, il y a quelques dates qui sont un peu modifiées pour rendre le tout plus filmique, mais il y a vraiment eu des situations un tantinet borderline, voire carrément explosives. L'inconvénient, c'est que si vous n'êtes pas fan du Parrain ou de l'histoire du cinéma, je sais pas si la série va beaucoup vous intéresser. Pour ma part, je l'ai bien aimé, même s'il y a quelques points que j'ai trouvé un peu longs. Un ou deux épisodes en moins, ça aurait pu se jouer, parce que j'ai quand même trouvé quelques points assez inutiles. Genre le personnage de Françoise, qui est la première compagne de Rudy, elle disparaît au 4ème épisode, on n'en entend plus jamais parler, et elle n'a servi à rien. Elle aurait pu être complètement virée du script, que ça aurait rien changé à l'histoire. C'est notamment le premier épisode qui m'a posé pas mal de soucis, avec des coupes qui auraient pu, et surtout qui auraient dû être faites. Par exemple, sur le diabète de Mario Puzo, c'était l'auteur du roman sur le Parrain, on assiste bien qu'il a un problème médical, qu'il doit absolument perdre du poids. Donc, quand quelques scènes plus tard tu le vois avec un énorme plat de carbonara, tu te dis, oh là, il va y avoir un problème, il va avoir des soucis de santé, ça va se répercuter sur la série. Non, ça ne revient plus jamais. Tu le vois se gaver à plusieurs reprises, ça n'a aucun impact. Sa femme aurait juste dit, il doit faire un régime. Bon, ça aurait été un running gag un peu vaseux, mais au moins ça aurait pas impliqué de conséquences. Franchement, je pense que c'est surtout le premier épisode qui m'a posé pas mal de problèmes, alors que dans le reste de la série, c'est largement plus supportable. Oh, et le choix des acteurs. Putain! Alors pour la plupart, je saurais pas dire pour la fidélité des ressemblances, mais alors le choix pour incarner Al Pacino jeune, j'ai vu le résultat, je me suis dit mais c'est pas possible. Ils ont fait venir le vrai Al Pacino, ils l'ont rajeuni numériquement. Non, c'est un autre acteur. Putain, c'est le... Bon, j'étais un peu moins convaincu pour le choix de Marlon Brando, notamment pour son apparence de Vito Corleone, parce qu'il a beaucoup trop de cheveux par rapport à l'original, mais le travail de reconstitution était vraiment très poussé. D'ailleurs, scène qui va probablement se faire hérisser le poil de tous les fans de Coppola à travers le monde. Coppola, c'est le réalisateur, c'est le gars qui veut systématiquement tout faire à la perfection, au point de parfois râler sur des détails. Et à un moment, tu as le producteur qui le regarde droit dans les yeux et qui lui dit « Tu es pire qu'un gamin !» Ça m'a fait mourir de rire, moi perso. Donc, je considère que c'est une très bonne série qui rend bien hommage au tournage du Parrain. Maintenant, je pense pas que je la reverrai un jour. Suite à une pluie de météores, l'atmosphère de la Terre est devenue quasi irrespirable. Une nouvelle société a émergé, notamment avec la prédominance de l'Aircorp, qui produit de l'oxygène en bouteille et a permis de recomposer la société selon une architecture pyramidale. Avec le côté plus t'es utile, ou en tout cas riche, plus tu as droit à un environnement safe et confortable. Dans ce monde existent les transporteurs, des individus qui ont pour tâche de livrer un peu tout et n'importe quoi, sauf qu'ils se baladent en poids lourd dans le désert et sont entraînés de manière à pouvoir lutter contre des pillards post-apocalyptiques. Des livreurs Amazon de l'extrême en somme. Et on sent que la série a beaucoup de références, sans pour autant aller jusqu'au plagiat. L'univers s'inspire de Mad Max, de Rocky, des films d'arts martiaux hongkongais, et probablement aussi du manga. Notamment avec l'ascension d'un des persos principaux, qui va carrément avoir son tournoi. Dans son ensemble, la série est vachement bien foutue. L'intrigue, c'est plutôt simple de bien rentrer dedans. Alors, on peut lui reprocher quelques passages un peu faciles, notamment pendant les scènes d'action où les balles ont tendance à esquiver des personnages. Le grand méchant, dès la première scène, c'est d'office que ça va être une pourriture. Niveau de doublage VF, c'est bien fait. Toujours le même problème avec tout ce qui est série asiatique, c'est que t'as parfois des séquences de monologues où les persos vont vachement expliciter ce qu'ils pensent. Et c'est les seuls points qui m'ont pas paru naturels. Alors les effets spéciaux, il y a quelques fonds verts qui se voient, et 2-3 CGI assez visibles, mais globalement j'ai trouvé que c'était assez soft en termes d'utilisation d'images de synthèse. Ou alors c'est vraiment pas visible pour l'essentiel. En plus, il y a des passages qui sont hyper bien filmés et rythmés, prends-en de la graine Silent Sea. Il y a un truc que j'ai trouvé assez dommage, c'est pas absolument dérangeant non plus, hein, c'est que malgré le fait que l'air irrespirable soit une des données essentielles de cet univers, très souvent, tu vas avoir les persos qui sont dehors, à l'air libre, et qui vont enlever leur masque pour se taper la discute, mais pendant de longues minutes. Tu fais, ouais, je sais pas, respirer l'air toxique, tout ça, c'est le...
Je sais pas, pour le coup c'est un point qui m'a pas mal fait tiquer. On peut aussi reprocher la sensation de cahier des charges sur la fin. Clairement, le 5e épisode essaye de nous faire croire que oui, on va pouvoir résoudre tous les problèmes. Non, arrêtez avec ce genre de conneries. Il y a un 6e épisode, on le sait que ça va pas s'arrêter comme ça. Sinon, la série se termine en une saison. Alors, je vais pas dire que c'est une série exceptionnelle, mais elle est quand même de très bonne qualité. Je connaissais Frieren depuis le manga, j'avais lu les 2-3 premiers tomes je crois, et j'avais trouvé le pitch intéressant. En gros, nous sommes dans un univers de fantasy médiévale où nous allons suivre Frieren, je suppose que vous ne vous y attendiez pas, une elfe qui revient avec son groupe d'aventuriers après avoir vaincu le roi des démons. Sauf que le principe des elfes, c'est qu'ils ont une espérance de vie extrêmement longue, et cet angle était plutôt intéressant à suivre. Parce que si ça permet de faire de Frieren une mage d'une puissance absolument considérable, il se trouve que, de par son espérance de vie, elle a une manière d'appréhender les choses d'une façon radicalement différente. Genre, par exemple, pendant un voyage, on passe par un village, on va s'y arrêter 2-3 jours, elle va y rester 2-3 ans. Elle aborde pas la vie de manière aussi pressante qu'un humain. Et du coup, elle va suivre sa propre quête, mais j'en dis pas plus. L'animé est-il bon? Oui. Bon, il y a 28 épisodes quand même, hein, ce qui est de plus en plus rare, je trouve. En général, une saison d'animé, c'est 10-15 épisodes, grand max. Donc, vraiment, je me demandais si ça allait pas retracer l'intégralité de l'histoire du manga. Ce qui aurait été compliqué vu que le bousin est toujours pas fini, mais bon. Sinon, l'animé va avoir 2 ambiances très différentes. Quand vous commencez avec les 15 premiers épisodes, on est surtout avec un côté voyage et découverte, avec presque un format épisodique. Tandis que quand on arrive à la deuxième partie, là on est plus sur un côté shonen, avec une espèce d'examen / tournoi de magie, donc avec plein de personnages et de capacités différentes. Ça reste plutôt rapide et assez bien tourné pour les affrontements avec les différentes menaces. On va pas rester 15 épisodes sur un même adversaire, mais c'est vrai que si vous appréciez pas les 2 ambiances, ça peut vous poser un problème. En termes de dessin et d'animation, c'est plutôt bien géré. Je vais pas dire que c'est les plus beaux combats que j'ai jamais vus non plus, parce que à ce niveau, je pense même que Frieren reste inférieur aux premières saisons de l'Attaque des Titans, c'est dire. Alors, c'est pas moche, hein, je dis pas ça non plus. Il y a mieux, il y a bien pire aussi, mais c'est bien. Voilà. Donc, globalement, ça reste un animé de qualité. Pour ce qui est de la VF, parce que oui, un doublage français était dispo, donc et j'en ai profité. Globalement, c'est du bon taf. Mais j'avoue que certains passages m'ont posé un peu problème. Autant le personnage de Stark, c'est la meilleure VF de la série, ça, rien à redire. Frieren, ça va. Fern, par contre, j'ai eu un gros problème parce que tout du long de l'histoire, elle a une voix enfantine. Ce qui passe quand elle est enfant, justement. Quand elle arrive, elle a 17-18 ans, tu fais... Ouais, ça coince un peu. Et il y a une des mages, alors pendant le tournoi, je crois que c'est l'hypnotiseuse, elle, quand elle a sa grande scène de parlotte, elle a l'air d'avoir 0 motivation. Je crois que c'est sa scène principale et elle ne fait que lire son texte. Et mon principal regret, c'est Zerine. Autant sa doubleuse est excellente, ça c'est rien à redire, ça je peux pas dire le contraire, autant j'aurais pas collé cette voix sur ce chara-design. Donc si vous avez envie de suivre un animé de fantasy médiévale avec un pitch plutôt original, eh bien je vous conseille Frieren. Je ne connais pas du tout la série des romans sur la saga Grisha. Alors pas que j'éprouve une quelconque répulsion pour l'univers, hein, c'est juste que je m'y suis jamais intéressé. Nous sommes dans un univers de fantasy assez historique, avec des protagonistes essentiellement centrés dans une quasi-armée russe et tsariste, avec une opposition entre Ravka Ouest et Est, tous deux séparés par un gigantesque mur d'ombre, le Fold. Voyez-y toutes les références à l'Allemagne et au mur de Berlin que vous voudrez. Quoi qu'il en soit, le principe est plutôt intéressant. Tout comme le système des Grisha, en fait, de chacun pouvant manipuler un élément particulier. D'ailleurs, je trouve les costumes extrêmement classe et bien foutus. Je suis également content que, pour une fois, les couleurs de peau ne sont pas ignorées. Parce que mettre des ethnies variées dans une œuvre, c'est bien. Quand elles ont une raison d'être et une origine, c'est mieux.
En l'occurrence, les deux personnages principaux, à savoir Alina et Mal, ils sont tous deux métis. Et c'est justement des points qui leur vaut un certain racisme, notamment pour Alina car étant à moitié asiatique, elle appartient en partie à une peuplade ennemie, là où les noirs sont d'origine zéménie. Donc quand tu vois d'autres couleurs de peau, eh ben ça te choque pas, parce que l'hétéroclisme est complètement justifié dans cet univers. A l'inverse, tu regardes la série du Seigneur des Anneaux, ah oui, le casting est très diversifié. Par contre, ça n'a aucun sens. Globalement, l'histoire est cool à suivre, et les personnages sont majoritairement bien écrits. J'avoue avoir notamment beaucoup d'attachement pour l'antagoniste principal, mais aussi pour les personnages de Kaz, Inej et Jesper, qui pour moi étaient les meilleurs personnages de l'histoire. Malheureusement, la série n'est pas exempte de reproches. Déjà, les personnages de Alina et Mal, s'ils ont des moments plus intéressants que d'autres, je les trouve pas hyper passionnants. Au contraire, leur intrigue et leur rôle sont majoritairement assez plats et classiques. J'irai pas jusqu'à dire que c'est la faute des acteurs non plus, hein, quand on te donne un rôle qui est pas génial, c'est difficile de donner le meilleur de toi-même. Après, au début, je craignais qu'on glisse très rapidement vers de la romantaisie, avec les sentiments qui se développent entre Kerrigan et Alina, ce que tu sens arriver à 200 km à la ronde. La série a l'intelligence de complètement rabattre les cartes autour du 4e ou 5e épisode, ce qui fait que les relations changent complètement. Et perso, je l'avais pas du tout vu venir. Alors, sur d'autres points pénibles, plusieurs éléments du scénario font assez facile et prévisible. Et autant je trouve que la plupart des scènes de combat sont super bien filmées. Il y a quelques défauts par-ci par-là, mais dans l'ensemble c'est un très bon travail. À une exception près, les combats d'Inej. Ce qui est d'autant plus frustrant que c'est une assassine, particulièrement acrobatique qui plus est. Et pourtant Kaz, qui est pourtant handicapé par sa jambe, réussit à se battre mieux qu'elle. Le truc qui a absolument aucun sens. Je sais pas si les combats d'Inej ont été réalisés par un mec qui ne connaissait absolument rien au corps à corps et du coup réalisé n'importe comment, ce qui serait vraiment pas de bol pour elle, ou alors, ce qui à mon avis est plus probable, c'est que l'actrice ne sait pas se battre. Elle est pas bonne pour les chorégraphies de fight, parce que franchement ces combats sont mous, mais mous as fuck, putain. C'est littéralement pendant les scènes où elle se bat, tu te fais chier. Sinon, j'étais très heureux de retrouver Ben Barnes, qui est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Le mec, il est apparu pour la première fois dans Narnia, tout le monde se disait, oh là, ouais, ça c'est juste un mec avec une belle gueule, et puis bah, il fera jamais rien d'autre. Hein, quelques années plus tard, on le retrouve dans Le Portrait de Dorian Gray, dans Westworld, dans The Punisher, et même dans le cabinet de curiosité de Del Toro. Certes, il est extrêmement canon, mais c'est aussi très bien joué. Donc, sinon, pour revenir à la série, les 2 saisons sont très bien. Petit bémol pour la deuxième quand même, hein, mais malheureusement, elle se termine sur un cliffhanger, et Netflix a eu la brillante idée d'annuler la série. Même si globalement l'intrigue principale était terminée et on commençait à partir sur un spin-off. Donc si vous coupez relativement tôt avant la fin, c'est pas un problème. Donc globalement je vous conseille de découvrir Shadow and Bones, et si ça vous plaît et que vous en voulez plus, et bah vous pouvez toujours vous rabattre sur les livres. Quand on parle de Rowan Atkinson, la première image qui nous vient en tête, c'est celle de Mr Bean. Personnage emblématique créé dans les années 90, et dont je pense chacun d'entre vous a déjà entendu parler. Mais une dizaine d'années auparavant, le monsieur s'était créé un autre personnage. Mais là, je pense que peu d'entre vous en ont connaissance. Il s'agit de Edmund Blackadder. Le principe est assez simple. Blackadder, ou la Vipère Noire, est un individu dont chaque saison représente un descendant à une époque différente. Le premier s'est vissé au Moyen-Âge, puis les saisons 2 et 3 nous conduisent respectivement au début et à la fin de la Renaissance, la 4ème s'achevant durant la Première Guerre mondiale. Il y a eu d'autres téléfilms par-ci par-là, dont un dernier en 1999 avant de définitivement clôturer la saga. Mais ce dernier, je ne l'ai pas vu. Et je ne suis pas du tout d'accord avec les descriptions qu'on en fait habituellement. Si le premier Blackadder était effectivement l'équivalent d'un Mr Bean maléfique, aussi sournois et lâche que laid et stupide, les choses évoluent avec les différentes saisons, puisque Blackadder devient à l'inverse l'individu le plus brillant du contexte. Et si dans la première saison son objectif c'était effectivement de s'emparer du pouvoir, dans les autres c'est moins flagrant. Dans la saison 2, il veut juste éviter de finir dans la pauvreté et garder sa tête sur les épaules, tâche bien compliquée par la stupidité de la reine et de son entourage. Dans la 3, il finit valet du prince George, un bonnet incarné par un tout jeune Dr House, une situation dont il aimerait bien s'extirper. Et dans la 4, il devient capitaine dans l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale. Et il fait tout son possible pour ne pas participer aux offensives complètement suicidaires. Bizarrement, dans les 3 dernières saisons, j'avais pas trop de mal à comprendre le Gus et à être de son côté.
Sinon, pour ce qui est de mon avis, la série n'existe qu'en VOST. Et, enfin, je l'ai pas trouvé dans la langue de Molière, pas à des prix décents en tout cas. Par ailleurs, série comique des années 90 oblige, on va se payer des putains de rires enregistrés. Ce qui est probablement un des points les plus désagréables de la saga en vrai. En dehors de ça, j'ai beaucoup aimé. Le délire est bien joué, la plupart des gags sont bien foutus, même s'ils ont un peu vieilli pour certains, mais je recommande, ne serait-ce que parce que c'est un genre d'humour à connaître. Je ne suis pas un grand connaisseur des œuvres d'Edgar Allan Poe. Ça, je l'avoue tout de suite. Hein. Et plus encore que l'adaptation d'une nouvelle, la série est en fait un melting pot de la plupart de ses créations. On y retrouve notamment des références au poème du Corbeau, le personnage d'Arthur Pym, le masque de la mort rouge, etc., etc. Donc ne vous attendez pas à ce que je vous fasse une analyse détaillée de si l'œuvre est une bonne adaptation ou pas. Je pourrais pas vous répondre. Je vais juste vous donner mon avis sur la série elle-même. L'histoire nous fait suivre le clan des Usher, qui sont à la tête d'une multinationale pharmaceutique, et qui, malgré leur magouille, n'ont jamais été inquiétés d'aucune manière que ce soit. Sauf qu'après la mort des différents membres de la famille dans des circonstances troublantes, le patriarche Roderick Usher va contacter son ennemi de toujours pour lui faire ses aveux. C'est un point sur lequel j'étais assez mitigé au début. Dès le début, en fait, pratiquement toute la famille est cannée. Et au fil des épisodes, on va entendre le récit de comment un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort. Mais en même temps, la série s'appelle La chute de la maison Usher. Donc on se doute qu'ils vont crever à un moment ou à un autre. Et on est placé du point de vue de Auguste Dupin, qui va recueillir le témoignage du patriarche Usher. Donc c'est plutôt cohérent que, comme lui, on ne sache pratiquement rien des Usher. C'est à part ce qu'on a présenté au début. Et à mon sens, c'est le premier problème de la série. Oui, c'est intéressant, mais Dupin et Usher ayant eu des histoires ensemble dans les années 70, obligatoirement, Dupin sait plus que nous. Ça aurait été mieux de nous amener un personnage qui soit complètement vierge de cette intrigue. D'ailleurs, ce fameux arc des années 70, qui certes est intéressant, reste assez long et, si on accepte les détails, assez prévisible. À la limite, je pense qu'on aurait pu totalement squeezer la partie d'Auguste Dupin dans les années 70, et uniquement le faire apparaître à l'ère moderne. Ce qui là aurait rendu son écoute du témoignage plus appréciable, parce que il aurait été au même niveau que les spectateurs. Pour le reste, la série est vraiment très cool. C'est très bien filmé, les acteurs sont très bons. Par contre, les personnages... ils sont à la limite entre le tolérable et le détestable. À l'exception de Lénore, qui est probablement la seule que t'as envie de voir survivre, le reste des personnages sont des crevures. Des pervers, des égoïstes, des junkies, des narcissiques. T'as aucune envie de les voir survivre. Même si, en même temps, quand tu vois certains trucs qui leur arrivent dans la gueule, oui, il y a un minimum d'empathie qui se crée. Mais au final, t'en regrettes aucun, quoi. Donc pour le coup, à ce niveau, j'ai trouvé qu'il y avait un plutôt bon équilibre de faits. Les effets spéciaux sont plutôt bien foutus. J'ai pas vu de fail, en tout cas. En même temps, il y avait assez peu de CGI. En tout cas, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Ah si. C'est le coup du chat. À la fin du 4e épisode, je crois, où tu vois un chat noir. Clairement, il a été fait en image de synthèse, le matou. Et c'est con parce que jusqu'à présent, ça se voyait absolument pas. Mais alors, juste ce plan, ça te crève les yeux que c'est fake. En dehors de ça, je trouve que La chute de la maison Usher est une très bonne série. Pas parfaite, mais plaisante à suivre. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite. Je ne suis pas un fan de One Piece, le manga. Mais alors, pas du tout. J'ai énormément de mal avec le chara-design global. J'ai jamais réussi à vraiment accrocher au manga comme à l'anime. L'annonce d'une adaptation live, je pense que comme tout le monde, je regardais ça d'un œil assez dubitatif, au mieux. Un peu terrifié au pire. Parce que quand tu vois le fric qui a été foutu dans l'adaptation, tu fais oh putain, si jamais c'est de la merde, ça va tellement mal passer, quoi, ça va tellement être un gâchis de pognon. Du coup, tout comme je conseille la série The Last of Us à ceux qui n'ont jamais joué au jeu, je pense que les non-initiés comme moi peuvent apprécier la version live de One Piece. Après, l'aspect global de l'univers,
Je peux comprendre que tout le monde soit pas fan des designs plus réalistes, mais en même temps, faut être honnête. En format live, garder un aspect aussi loufoque que le manga, ça ferait juste lamentable. Et je trouve que les persos sont infiniment plus classe comme ça. Oui, Baggy peut avoir un côté terrifiant, mais il est classe. A l'inverse, vous prenez ce qui a visiblement l'air d'être un projet de live action de One Piece. Je suppose que c'en est un vu que j'ai trouvé aucune info dessus. Mais regardez cette photo et osez me dire que c'est pas complètement ridicule. Cependant, il faut pas s'attendre à un univers serious business à 100%. On le voit dès le premier ennemi, hein, qui est Alvida, je crois. C'est une femme pirate qui a des cœurs comme logo et qui tire des boulets de canon avec des paillettes. Voilà. Et je pense que c'est grâce à tous ces environnements un peu caricaturaux que je lui pardonne plus facilement des points que j'aurais vite reproché à des séries plus réalistes. Genre, 2 héros qui font une chute de plusieurs étages et qui atterrissent sans aucune égratignure. Allez, pourquoi pas. Pareil pour le scénario, même si je trouve l'univers assez original. Pour ce qui est de l'intrigue, c'est quand même vachement prévisible. Plusieurs arcs, genre la rencontre avec Usopp ou avec Sanji. Faut pas déconner, hein, si tu n'arrives pas à deviner à l'avance ce qui va se passer, c'est que t'as vraiment aucune expérience de la fiction. Y a quelques jeux d'acteurs qui m'ont pas trop convaincu, essentiellement pour des persos tertiaires. Pour les principaux, par contre, j'ai rien à redire. Hein, D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, je suis persuadé que tous les acteurs principaux, c'est des fans de One Piece. Vu à quel point ils sont tous à fond dans leur rôle. Non, eux, ils sont fans, ils sont dans leur univers, donc ils se donnent à fond. Les scènes de combat sont vraiment cool et bien chorégraphiées. Petit malus pour Nami, qui est un peu lente comparée aux autres. Mais alors, les mouvements de Zoro, un bijou. Luffy est très drôle, pas mal de scènes comiques marchent, les effets spéciaux sont plutôt bons, c'est pas parfait non plus, hein, mais en même temps, l'univers de One Piece est suffisamment délirant pour que ça passe et que tu te poses pas trop de questions. Genre, à un moment, t'as un escargot géant qui te sert de téléphone. Pardon ? Et malgré tous ces petits défauts, je trouve que la série est vraiment punchy et cool à suivre. Ça réussit à être un bon divertissement, pas prise de tête, et là encore, si toutes les adaptations pouvaient atteindre ce niveau de qualité, je pense qu'on n'aurait plus jamais besoin de se plaindre des adaptations. Donc bref, One Piece version Netflix, je valide complètement, et si on a droit à une saison 2 du même tonneau, je serai client. Bon après, j'espère que la série durera pas aussi longtemps que l'animé. Ah, vous jouez encore Luffy dans One Piece ? Ouais, je viens de fêter mes 120 ans. Non, ça risque d'être un peu long là par contre. Si vous avez vu mon top des lectures de l'année dernière, j'y défendais le manga du même nom. On avait 3 tomes de sortie, il n'y en a pas eu plus depuis malheureusement d'ailleurs, et j'aimais beaucoup le délire. Sauf que l'année dernière, en faisant le top, je me suis rendu compte que le manga avait eu droit à une version animée. Donc je l'ai aussitôt mis dans mes wishlist. Problème, il n'y a qu'une seule saison de 11 épisodes, et pas plus d'infos sur une potentielle suite depuis 2021. Donc, à mon avis, le manga sera la seule et unique manière d'avoir la suite. Et vu que l'édition du manga en France a l'air d'être en pause, voire annulée, c'est pas très rassurant. Pour résumer, les Hidaten sont des divinités chargées d'anéantir les démons. Sauf que ça fait 800 ans qu'aucun monstre n'a ramené sa fraise. Ce qui fait que les 3 plus récentes divinités arrivées dans ce monde, Ayato, Isley et Pola, n'ont pas grand chose à faire dans ce monde en paix. Sauf qu'on va bien vite se rendre compte qu'au contraire, les démons sont réapparus, avec une intelligence bien plus développée. Et autant avec les mangas, je craignais qu'on parte dans une ambiance très axée shonen neketsu, clairement c'est pas le cas. L'histoire joue pas mal avec les clichés du genre, mais globalement il faut imaginer que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les héros ne sont pas du tout en position de faiblesse. Très vite tu te rends compte que la vraie difficulté, c'est pas d'affronter un ennemi bien défini, c'est surtout de mettre la main sur un adversaire qui se planque. Globalement, le dessin et l'animation sont d'assez bonne facture. Il y a quelques passages avec des choix de couleurs où, clairement, tu sens qu'il y a eu une volonté artistique derrière, mais t'as aucune idée de la raison. En dehors de ça, l'histoire est très intelligemment développée, les combats sont cool, ça peut même être assez gore par moment. Si je devais faire un reproche perso, c'est surtout que l'auteur a un peu trop tendance à aimer les personnages féminins avec des grosses poitrines, ce qui au bout d'un moment devient assez agaçant.
D'ailleurs, pour ceux qui seraient gênés par la nudité frontale, je vous conseille plus l'animé. Genre, la séquence de viol dont je me plaignais dans le manga, ici, elle est complètement édulcorée. Et merci parce qu'il y en avait besoin. Mais il n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de sous-entendus sexuels, et quelques passages qui peuvent mettre assez mal à l'aise. En dehors de ça, je trouve que c'est un très bon animé, et surtout un bon premier pas dans l'univers des Idaten. Donc je vous recommande très vivement cet animé. L'histoire nous fait suivre une jeune femme qui, dans son adolescence, a été harcelée par tout un groupe d'élèves. Mais quand je dis harcelée, c'est harcelé, hein. Genre, elle a été brûlée au fer rouge sur pratiquement tout le corps, on lui a bousillé sa vie, on l'a fait virer de l'école, et on s'est arrangé pour qu'elle se retrouve toute seule. Sauf que 18 ans plus tard, la jeune femme réapparaît pour se venger. Chose compliquée par le fait que plusieurs de ses anciens bourreaux sont riches, puissants et protégés. En général, quand on parle d'histoire de vengeance, on finit très souvent avec des combats et des morts à l'appel. Et en l'occurrence, je pense que c'est une des histoires de vengeance parmi les plus réalistes que je connaisse. L'héroïne le dit elle-même, hein, au début, elle croyait que ça allait se passer façon Taken. Sauf qu'elle a vite compris que dans la vie réelle, ça se passe pas comme ça. De fait, elle va mener sa croisade en étant la plus intelligente et stratégique possible, pour obtenir sa gloire sur ses ennemis, et ce, sans se salir les mains. La série est vraiment très bonne, hein, je tiens quand même à préciser que... faut pas s'attendre à un truc hyper rythmé. Il y a 16 épisodes qui vont de 50 minutes à 1 heure, et autant je considère qu'on ne s'ennuie pas, il y a pas mal de rebondissements et de stratagèmes vraiment bien menés, mais ça prend quand même son temps. Les acteurs sont excellents, la VF est vraiment très bonne, et la manière dont sont punis les harceleurs, oh mais ça fait du bien, ça fait tellement du bien. Tous ne finissent pas morts et enterrés, mais ça reste des punitions sacrément appréciables pour des pourritures pareilles. Parce que oui, c'est des crevures, mais de A à Z, hein. Même entre eux, ils se font des saloperies. Et c'est justement un des points très intelligents de l'héroïne, c'est justement amener ses ennemis à se tirer dans les pattes. Étonnamment, c'est une des rares séries coréennes dont j'ai retenu plein de noms. De base, hein, vous commencez à me connaître, j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Mais alors, si en plus c'est des noms un tantinet exotiques, c'est mort, ça rentre pas. Là, ils sont suffisamment souvent prononcés, voire carrément écrits, ce qui m'a permis d'en mémoriser pas mal. Et les noms coréens, c'est systématiquement des noms composés, donc c'était pas gagné. J'ai aussi trouvé que chaque acteur et actrice avait un physique suffisamment reconnaissable pour qu'on les reconnaisse facilement au premier coup d'œil. Vous connaissez la vanne, hein, oui, les asiatiques, ils se ressemblent tous. Je vous répondrai que vous mettez un coréen en France, il vous dira que tous les blancs se ressemblent. Donc soit je commence à bien mémoriser les subtilités des visages asiatiques, soit ils ont vraiment fait l'effort de sélectionner des acteurs de manière à ce qu'on puisse facilement les reconnaître. Il y en a juste une où je me suis planté, c'est l'hôtesse de l'air. En fait, tu as cette meuf, que cheveux lisses et courts, et tu en as aussi une autre, qui a les cheveux ondulés, mais moins courts. Sauf que c'est la même meuf. Et je m'en suis pas rendu compte avant le 4-5e épisode. Honte sur moi. En dehors de ça, oui, il y a certains passages un peu faciles, même si c'est dilué par le montage. En gros, tu vas avoir plusieurs scènes qui vont se dérouler à différentes époques, et qui vont plus ou moins servir d'explication, mais c'est des scènes qui vont pas être montrées entièrement, et va y avoir des cuts, hein, ce genre de choses. Et si on avait monté toute la série de façon chronologique, je pense qu'on se serait moins perdu sur quelques passages un peu brouillons, mais en même temps je pense qu'on aurait plus gueulé à la facilité scénaristique. Maintenant, ça reste une très très bonne série, avec une excellente ambiance, donc si les histoires de vengeance presque non violentes, c'est votre truc, eh bien je vous invite à découvrir The Glory. À la base, quand la série est sortie, je n'ai entendu que du bien d'elle. En mode « Enfin, une série Star Wars qui vaut le coup !» Bon bah moi je me dis « Ok, bah dans ce cas je la mettrai et puis on verra. Ce sera peut-être une meilleure expérience qu'Obi-Wan Kenobi. » Et après quelques semaines, je crois que c'était la sortie du 5e ou 6e épisode, la tendance s'est complètement inversée. D'un seul coup, ça devenait la pire série Star Wars de tous les temps. La vache, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, l'histoire de The Acolyte se déroule un siècle avant les événements des films et concerne une assassine qui se met à traquer et éliminer certains Jedi. Je vais pas en dire beaucoup plus, histoire de pas spoiler. Mon avis, c'est effectivement probablement une des meilleures séries Star Wars à ce jour. Elle est 10 000 km au-dessus d'Obi-Wan Kenobi,
Et elle est même une meilleure postlogie que la postlogie. Même si elle se déroule avant la prélogie, mais bon, on se comprend. Les effets spéciaux sont très bons, malgré quelques effets qui sont pas dégueux mais visibles. Éventuellement, il y a eu des moments où je me disais, dis donc, la luminosité des sabres laser est un peu faible. Un peu comme si c'était des sabres laser d'entraînement que tu peux t'acheter pour un demi-RSA. Alors oui, c'est prévu pour se battre avec, mais je me suis demandé s'ils ont pas oublié de refoutre une couche de laser par-dessus en post-prod. Il y a quelques scènes qui sont hyper impressionnantes et plutôt neuves pour l'univers. Genre, on a une course-poursuite dans les anneaux d'une planète, ce qui, excusez-moi, de mémoire ça a jamais été fait, et c'était magnifique. Les acteurs sont très bons, certains étaient vraiment très cool à suivre. Carrie Ann Moss en Jedi, c'était une excellente idée. L'actrice qui interprète Osha et May est vraiment très bonne, même si on la fait pas aller très loin dans son jeu. Sol, rien à redire. Alors, le personnage de Jackie, incarné par Daphne Keane, c'est X-23 dans Logan. Putain, je l'avais pas reconnu. Par contre, je vous le conseille tout de suite, ne vous attachez pas à tous les personnages. Parce que même parmi les principaux, il y en a qui vont se faire décaniller. Mais genre, on n'attend même pas la fin de la saison pour les buter. Et franchement, il y en a, je me suis dit, non, eux, ils vont durer au moins jusqu'à la fin de la saison, voire carrément plus. Fait, ah non, ah d'accord, ok, bon bah... globalement, l'intrigue se tient. C'est pas l'histoire la plus bouleversante et palpitante de Star Wars, mais je trouve qu'elle fait le taf. Même si on sent que certains points sont bien passés sous silence, histoire de non, on va pas faire les révélations maintenant, attends quelques épisodes quand même, ce qui malheureusement se ressent un peu sur le rythme. Il y a des points qui sont un peu trop prévisibles, genre l'identité du mystérieux Sith. Quand il apparaît pour la première fois, c'est non mais c'est bon, je sais déjà qui c'est là, arrêtez les conneries. Et effectivement, il y a quelques points qui ont dû faire grincer des fans de l'univers. Ça, je comprends parfaitement. Genre, sans aucun spoil, dans le dernier épisode, tu as un personnage qui bascule du côté obscur. Entre guillemets. Et donc, son sabre laser devient rouge. Sous-entendu, c'est la corruption de la force qui change la couleur du sabre laser. Non. Non, ça fonctionne pas comme ça, non. Au-delà de tout ce qui est excuses, univers étendu, tout ça, vous prenez le combat d'Anakin et Obi-Wan dans la Revanche des Sith, Anakin a succombé au côté obscur. Pourtant, son sabre est toujours bleu. Voilà, là je vous ai juste dégommé le truc. Hein, sinon, j'ai énormément kiffé les combats. Oh, enfin, putain, ça fait plaisir depuis la prélogie, enfin on a des bons combats, merde. Il y a pas beaucoup, hein, il y en a, je crois qu'il y a juste 3 combats de sabre laser dans toute la série, mais ils sont excellents. Encore une fois, c'est le genre de combat qu'on aurait dû avoir dans la post-logie. Ils sont péchus, ils sont rythmés, ils sont cool. Le Sith de l'histoire, qui lui aussi est masqué, il a une raison d'être masqué. Son masque, il a infiniment plus de personnalité que celui de Kylo Ren. Genre, tu vois le truc, mais t'as l'impression qu'il a des dents comme ça. Oh, mais c'est génial. Et en plus, il est fait en cortose. Ah, enfin, on l'utilise, ce matériau, putain. Non seulement, ce truc peut bloquer les lames de sabre laser, mais ça les fait carrément court-circuiter. C'est génial! Enfin, il y a des trucs innovants dans du Star Wars! Merci, putain! La seule fois où j'ai vu la cortose utilisée dans Star Wars, c'était dans Outcast. Ça. Et c'était il y a plus de 20 ans! Après, il y a beaucoup d'autres combats, sans armes, et non seulement ils restent d'un très bon niveau, hein, tu comprends pourquoi ils ont fait venir Carrie Ann Moss, hein, attends, on a besoin d'acteurs qui savent se battre. Du coup, la meuf qui a joué dans les 3 Matrix, ça passe? Oui! Et en plus, ça prouve que les Jedi peuvent se battre sans armes, qu'ils n'ont pas besoin de systématiquement dégainer pour se défendre. Ce qui, là encore, est un point qui est très rarement utilisé dans les films. Sauf que Disney, en remarquant que la série n'avait pas fait d'audience particulièrement démentielle, a décidé de tout annuler. Comme avec Willow. Putain de merde. Je rêve d'un monde où les œuvres sont annulées ou renouvelées en fonction de leur qualité, et pas à la mesure d'une bande d'actionnaires complètement déconnectés de la réalité et du concept de création. Et le pire, c'est que je peux pas donner tort aux gens qui ont boudé la série. Parce que c'est parfaitement logique, en fait, qu'on l'ait boudé. Quand tu vois la plupart des productions Star Wars, bah c'est pas toujours de la qualité. Obi-Wan Kenobi, c'était de la merde. Boba Fett, je l'ai pas regardé, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une daube. Et évidemment, la postlogie, qui avait bien entendu les défauts que j'avais énoncés dans le tribunal télévisuel, dont le lien est toujours en description.
Et là encore, je peux piger qu'en apprenant qu'il n'y aura pas de suite, bah la plupart des gens n'aient pas envie de mater un truc qui de toute façon ne se terminera jamais. Mais bon, si vous hésitiez de peur de tomber sur une grosse merde, rassurez-vous, The Acolyte vaut le coup d'œil. Au moins pour ses combats et quelques scènes vraiment bien foutues. Par contre, il n'y aura jamais aucune suite. Donc, personnellement, je conseille le visionnage, mais je peux comprendre que voilà, tout le monde ne soit pas tenté. Série européenne, pour une fois, qui se trouve être adaptée d'un roman de science-fiction allemand. L'histoire, c'est que plusieurs problèmes surviennent avec la faune marine, genre les baleines et les orques qui deviennent ultra agressives, ou une maladie qui se transmet à partir de certains fruits de mer, et à force d'étudier le phénomène, plusieurs scientifiques un peu partout sur la planète vont se rendre compte que tous les phénomènes sont liés, et essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai vraiment trouvé la série très intelligente à plusieurs reprises. On a vraiment un groupe qui est majoritairement composé de types bien, et tout le système qui arrive, j'ai trouvé que c'était particulièrement bien pensé, bien articulé, tout ça, et vachement paisible, d'une certaine manière. Pour une fois qu'on résout pas tous les problèmes à coup de massacre, putain ça fait du bien. Alors pour ce qui est des reproches, j'en aurais deux. Le premier, il arrive dans le premier épisode, où tu vois une baleine à bosse qui se laisse tomber sur un bateau de touristes, et qui le casse en deux aussi sec. Mais genre en 2 secondes c'est cuté quoi, hein, ça... Et autant oui, une baleine à bosse, ça pèse lourd. Oui, c'est qu'un bateau de touristes et pas un porte-avions, mais enfin ça reste quand même un être vivant qui atterrit sur un truc majoritairement fait de métal. Peut-être que des gens plus calés que moi me confirmeront la scène, mais perso j'ai trouvé ça un peu rapide. Et l'autre reproche, là par contre je pense pas du tout me planter, mais je peux comprendre que ce soit une convention un peu facile. C'est dans les 2 derniers épisodes, avec le principe des messages. J'en dis pas plus. T'as quand même vachement de bol, qu'on puisse effectivement comprendre et bien interpréter le message que t'envoies, et qu'on te les réexpédie sous le même format. Alors, je sais, c'est une convention, mais c'est quand même un peu facile. Sinon, tous les acteurs sont très bons, la VF est excellente. Alors, autre petit truc, je suis assez content de la traduction du titre, car je trouve que le titre original, que je ne vous donnerai pas, vend un peu trop vite la mèche sur la nature de la menace. Globalement, j'ai trouvé le casting assez neuf. Il y a assez peu de têtes connues en vrai, à part Cécile de France, Krista Kossonen qu'on a déjà vu dans Beforeigners, et l'italienne, que j'étais persuadé d'avoir déjà vu quelque part pendant toute la série, c'était une des filles Martell de Game of Thrones. J'ai aussi eu un bon ressenti global, parce que contrairement à la plupart des séries qu'on peut regarder avec des catastrophes, on a toujours des connards qui vont essayer de tirer profit de la situation, et qui vont plus foutre la merde qu'autre chose. Donc si effectivement il y en a qui sont pas d'accord avec les héros, ou qui vont faire des conneries, d'une part il y en a assez peu, et ils ont tous assez de jugeote pour piger qu'il y a des trucs à pas faire. Et ensuite, pour ceux que ça arrive, bah tu comprends pourquoi ça arrive. C'est parce qu'il s'est passé des événements qui justifient ces réactions. Bon après, t'as l'habituelle compagnie multinationale qui bousille les fonds océaniques uniquement pour le profit, mais bon, ça c'est habituel j'ai envie de dire. Sinon, y aura-t-il une saison 2 ? Je sais pas. Et je suis pas convaincu par l'utilité. Parce qu'on a une fin qui est très ouverte. Littéralement, la dernière scène, tu te dis « Ah ouais, il y a potentiellement des trucs en plus à faire. » Et puis, il y a des persos, tu sais pas trop ce qu'ils deviennent, t'as envie de savoir quelles peuvent être les conséquences de l'histoire. Et autant, si l'épisode final avait duré un peu plus longtemps, histoire de faire un vrai bon épilogue, et histoire de montrer l'après, en fait, je pense que ça aurait été très bien. Parce que là, rien ne garantit qu'on aura une saison 2, en tout cas pour l'instant, même si les producteurs sont ok pour. Et j'ai peur que toute une saison là-dessus, où la fameuse menace n'est justement plus présente, bah ça rendrait la série moins intéressante. Après, comme d'hab, je peux me planter, et peut-être qu'on aura une saison 2 qui sera encore meilleure. Donc voilà, on sait jamais, ce n'est que mon avis. Niveau effets spéciaux, globalement, j'étais plutôt satisfait du résultat. Globalement, j'étais assez satisfait de mon visionnage, c'est plutôt bien foutu dans l'ensemble. Les seuls moments qui m'ont dérangé, c'était dans le premier épisode, et peut-être éventuellement le deuxième, où t'avais certaines scènes des baleines qui faisaient assez fake, et quelques petits fonds verts un peu perceptibles, mais bon, ça... Ceci dit, on est très loin des catastrophes du MCU. Bref, je vous conseille très fortement de regarder Abyss. Pour une fois qu'on fait des trucs européens où on se tire les doigts du cul avec de la bonne SF, plutôt originale pour le coup, on va pas s'en priver. Renard
Regarde ce qui Série d'animation française adaptée de la bande dessinée du même nom. Le pitch, c'est que nous suivons un groupe d'ados qui passent leurs vacances d'été dans l'internat de leur collège perdu en pleine nature du Cantal. Sauf que l'année d'avant, un de leurs amis s'est volatilisé. Et en tentant de le retrouver, ils vont s'attirer les foudres d'une sorcière. La saison se découpe en 6 épisodes d'à peu près 15 minutes chacun. Alors à ceux qui se demanderaient si j'ai maté la série parce que je suis fan de la BD, probablement. Et là, ça va être une grosse hésitation de ma part. Pourquoi en avoir fait une série ? Pourquoi ne pas en avoir carrément fait un film d'animation ? Non, parce que tu réunis tous les épisodes, t'en as pour 1h30 grand max. Donc, choix assez bizarre, mais bon. Pour ce qui est de la qualité de l'animation, personnellement, j'aime bien le style du dessin, qui réussit à la fois à retranscrire le côté enfantin du chara-design, et en même temps d'avoir un côté plus glauque avec les éléments surnaturels. Mais je comprendrais que tout le monde soit pas fan. Là c'est purement subjectif. On peut aussi tiquer sur certains passages de l'animation qui font assez hacher. Alors oui, ça peut être vu comme une volonté artistique, moi je vois plus ça comme une volonté d'économiser sur le budget. Donc là encore, à vous de voir si ça vous dérange ou pas. Parce que à l'inverse, il y a des passages qui sont hyper bien animés, voire plutôt audacieux. Le seul point que je considérerais objectivement comme un défaut, c'est au niveau du mixage. Il y a eu pas mal de moments où tu vas avoir des scènes d'action, où le volume est très élevé, donc évidemment tu baisses le son, sauf que le dialogue qui est pendant l'action, il est moins fort que le reste. Et du coup tu comprends pas forcément ce qui est dit. D'ailleurs, à plusieurs reprises, j'ai eu énormément de mal à comprendre ce que disait la sorcière. Déjà qu'elle marmonne dans sa barbe, mais en plus elle a l'air d'utiliser une espèce d'argot, ce qui rend certains passages difficilement compréhensibles. Pas tout le temps, mais ça arrive. Donc si jamais pour la saison 2 il y avait moyen de corriger tout ça, ce serait parfait. On sait jamais, des fois que l'auteur tombe sur la vidéo. En dehors de ça, l'histoire est très cool, l'ambiance est vraiment prenante, c'est même assez rare qu'on ait des histoires qui collent autant à un folklore purement français en fait. Donc c'est assez original. Les personnages sont très sympas à suivre, la VF est excellente. Par contre, je sais pas si c'est du doublage ou du voice acting. Ça faudrait vérifier. Alors éventuellement un reproche, mais qui là peut aussi toucher la BD. C'est vrai que quand tu vois le chara-design des héros, tu te dis, c'est des gamins en fait. C'est des gamins qui ont 8-9 ans. Non, ce sont des ados au collège qui ont 12-13 ans. Du coup, ça peut sembler assez dissonant quand tu vois leur physique et qu'à côté tu entends certaines répliques. Et maintenant qu'on repart de la BD, est-ce que ça vaut le coup de regarder la série si vous l'avez déjà lue ? Eh bien je vous dirais oui. Parce que si on a globalement le même fil rouge, il y a énormément de points qui sont modifiés. Donc même si vous connaissez la BD par cœur, ça peut valoir le coup de laisser sa chance à la version animée. Bref, c'est une excellente série, malgré le problème du mixage. Si vous ne connaissez pas, je vous invite très fortement à la découvrir. Et si vous préférez le format BD ou que vous avez juste pas envie d'attendre la suite, normalement ils sont dispo chez votre libraire. Et croyez-moi, ça vaut le coup. La série Fallout est-elle une bonne série ? Oui, sans aucune hésitation. Est-ce que c'est une bonne adaptation ? Très bonne. Est-ce qu'elle est parfaite ? Pas sûr. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, à la base, Fallout, c'est une série de jeux vidéo qui a eu 5 épisodes, il me semble, sans compter un ou deux spin-offs, et c'est un style de jeu de rôle qui se déroule dans un univers post-apocalyptique nucléaire, dans lequel un certain nombre de personnes ont pu survivre dans des abris ultra sécurisés, et le principe, dans la plupart des jeux, c'est que tu incarnes un survivant d'un abri, qui, pour une raison X ou Y, se rend à la surface. Sauf dans New Vegas, il me semble, où justement c'est la première fois que tu incarnes quelqu'un qui ne vient pas d'un abri. Nous allons donc suivre 3 personnages distincts, à savoir Lucy, une habitante de l'abri 33, Maximus qui appartient à la confrérie de l'acier, et la Ghoul. Alors dans l'univers de Fallout, une Ghoul, c'est un humain qui s'est mangé tellement de radiation dans la gueule que sa peau est complètement décomposée. Alors on va commencer simplement, je vais vous encourager à faire preuve d'ouverture d'esprit. Si vous êtes un peu trop serré de la vis niveau crédibilité scientifique, vous risquez d'avoir un peu de mal. Genre à un moment, un personnage a perdu un doigt, et donc s'en fait greffer un autre, qui a l'air d'avoir moisi dans un tiroir pendant plusieurs semaines. Alors IRL ça a aucune chance de marcher, mais là ça passe, parce que c'est un délire à la Fallout. Faut s'y faire. En dehors de ça, j'ai trouvé que c'était une des histoires au déroulement le plus naturel possible. Un de mes problèmes avec certaines séries, c'est quand ça devient trop prévisible. Quand tu sens vraiment le script derrière l'histoire. Et là, pas du tout.
Il y a des moments un peu faciles quand même, genre les personnages qui arrivent à se retrouver alors que le territoire est quand même assez vaste, ou alors la meuf qui se mange une fléchette de sédatif et qui se réveille littéralement 5 minutes plus tard. Alors, je pense que tu te fais sédater, tu dors un peu plus longtemps que ça, cocotte. Mais globalement, c'est les seuls défauts que je pourrais vraiment reprocher à la série. J'ai trouvé les différentes intrigues plutôt cool et assez innovantes parfois. Tous les personnages sont intéressants à suivre tout en étant très différents. Mention spéciale pour le personnage de Lucy, qui réussit à être très intelligente, mais en même temps très naïve. T'as des scènes assez dangereuses, tu la vois faire un truc, mais meuf, c'est pas sécure ce que tu fais. Mais justement, elle a vécu dans un abri, elle a jamais été confrontée à la méfiance ou au danger. Et du coup, bah, elle se heurte au mur des réalités. Après, est-ce que c'est une bonne adaptation du jeu ? Dans l'ensemble, oui, et c'est très certainement ce qui fait la force du jeu, mais aussi de la série, c'est qu'on n'est pas limité à un seul scénario. Je vais prendre un exemple récent, le reboot de Tomb Raider. Ils ont voulu en faire un film, ils ont repris le même scénario. Pareil, il y a une série d'animation Netflix qui est prévue, et qui là encore a l'air de suivre le même scénario. Fallout, c'est un univers. En fonction de l'épisode, tu n'as jamais le même héros, et t'as très rarement des personnages récurrents, vu que c'est quasi jamais la même époque. Entre Fallout 1 et Fallout 4, on était entre 2161 et 2288. La série se déroule en 2296. Et c'est ça le truc avec Fallout. C'est d'abord un univers qui subit le temps qui passe. Et à mon sens, c'est ce qui rend la série très intéressante. Parce que t'as pas cette sensation de redite. Bon, et il y en a qui se sont plaints que oui, mais en fait, le scénario de la série, en fait, c'est inspiré de tel élément du scénario de tel jeu, puis de tel jeu et de tel jeu. Bah oui, c'est des références. Mais ils ont pas copié-collé le scénario du jeu. Après, question classique pour les adaptations, est-ce que la série est regardable si tu as joué ou pas au jeu ? Je répondrai qu'elle est visible par tous. Si vous avez l'expérience des jeux, vous allez sûrement repérer des références, sans pour autant que ce soit de l'easter egg balancé en pleine tronche. Et si vous ne connaissez pas, les 3/4 des éléments, soit on va vous expliquer ce que c'est, soit on va l'utiliser de manière à ce que vous compreniez à quoi ça sert. Alors pour ma part, j'ai jamais joué aux 2 premiers épisodes. Faudrait que je m'y mette un jour d'ailleurs. Par contre, j'ai testé le 3 et New Vegas. J'ai aussi joué au 4, mais il m'a gonflé, je l'ai pas fini. Et du coup, même s'il y avait des trucs que je connaissais pas, j'ai quand même compris comment ça marchait. Bon, après, soyons honnêtes, parce que ça fait longtemps que j'ai joué au jeu, donc il est pas impossible que je me mélange un peu les pinceaux, mais c'est vrai qu'à certains points, je me suis dit, c'est bizarre. C'était pas comme ça dans les jeux. Genre, à un moment, t'as les habitants d'abri qui retirent leur Pip-Boy. Depuis quand on peut les retirer ? Je sais plus si c'était dans le 3 ou dans New Vegas, où justement c'est on te mettait ton Pip-Boy, et si tu posais la question, ouais, mais comment on fait pour l'enlever ? Tu peux pas. T'as aussi un moment où tu vois la goule qui se mange tout un tas de balles dans le dos, et qui a aucun problème avec, tu fais... Non, les ghouls résistent pas aussi bien aux balles, les super mutants, ok, pourquoi pas, mais pas les ghouls. Truc qui m'a bien fait marrer, c'est la fameuse règle d'or de la goule. Si tu veux atteindre ton but, tu ne te laisses pas déconcentrer par ce qu'il y a autour de toi. Règle d'or qu'absolument aucun joueur de Fallout ne suit. Dernier truc qui m'a pas mal étonné quand même, beaucoup des personnes qui m'ont conseillé la série m'ont dit « Fais gaffe, c'est archi gore ». Ah bon ? Alors, je sais pas ce qui est le plus inquiétant, hein. Soit ces personnes sont un peu trop sensibles, soit c'est moi qui n'ai plus aucune sensibilité. Parce que je trouve pas la série très violente en vrai. Oui, il y a des passages un peu trash, mais c'est juste des petites pointes de gore par-ci par-là. Quand on me dit c'est la foire à l'hémoglobine, non, j'ai déjà vu des séries qui sont bien pires que ça. Regarde The Boys ou Preacher, je peux te garantir que tu comprendras mieux. Au contraire, j'ai tout de même trouvé la série plutôt sage à ce niveau. Pour ce qui est des effets spéciaux, je trouve que ça marche très bien. Les seuls moments qui m'ont fait tiquer, c'est quelques passages avec des rats de cafard. Et par contre, quand t'as des combats avec des gros monstres, comme il y a du contact au corps à corps, tu sens que ils ont dû faire un mix entre des effets réels et de la CGI en post-prod. Donc, conclusion, j'ai tendance à me méfier quand j'entends plein de monde encenser une série, sauf que là, pour le coup, c'était mérité. Vous vous en doutez, si vous avez vu l'Universalis sur le vaudou, j'ai découvert cette série en rassemblant des infos sur le sujet. L'histoire concerne Sofiane, dont le frère a disparu depuis plusieurs mois, mais également Victor, jeune homme souffrant de quelques problèmes mentaux, ainsi que Louisa, la petite fille d'une mambo. Une prêtresse vaudou, en somme.
Sauf que Sofiane et Victor vont passer un pacte avec OB, un Loa vaudou, dans l'optique de retrouver le fameux frère. Alors, comme toujours avec les séries françaises, j'avais un a priori. Là en plus c'était dans un milieu lycéen avec des acteurs assez jeunes. Ça inspirait pas beaucoup confiance, hein. Sauf qu'en fait, tous les acteurs sont plutôt bons. Il y a quelques passages qui m'ont pas trop convaincu, j'admets, mais dans l'ensemble ça reste du très bon boulot. Sofiane joue très bien, la petite racaille de banlieue mais qui s'humanise au fur et à mesure. Victor c'est très bon lui aussi, mais clairement mon préféré, c'est OB. Ce mec pète la classe à chaque fois qu'il apparaît. J'aurais juste un reproche au sujet de ses lunettes. Parce que systématiquement en fait le mec est représenté comme avec deux énormes yeux rouges. Et comme il y a des moments où il enlève ses lunettes et révèle que il a des yeux tout à fait normaux, ça coince un peu quoi. Il reste classe hein, mais c'est quand même bizarre qu'il puisse enlever un élément de sa personnalisation. Donc le fait qu'il les ait plus pendant un moment, je me suis demandé si c'était pas une manière d'économiser sur les CGI. Les effets spéciaux sont assez rares mais toujours de bonne qualité. L'intrigue réussit à tenir son fil jusqu'au bout, même si certains points font soit un peu trop facile, soit un peu pas clair. Néanmoins, je trouve que la série fonctionne très bien dans l'ensemble, et c'était très appréciable à voir. Pour ce qui est de la saison 2, elle est encore meilleure que la première, même si je regrette que le niveau de charisme d'OB est pas mal baissé. Et justement, c'est pour ça que je disais qu'il y avait des trucs qui étaient pas clairs avec la saison 1, c'est que la saison 2 réussit à corriger les éléments qui avaient pas l'air logiques dans la première. En gros, la saison 2 réussit à corriger ce qui, dans la saison 1, avait l'air d'être des incohérences. Évidemment, principal défaut, il n'y aura pas de saison 3. Il y a un petit cliffhanger à la fin du 2, ok, mais bon, mais on peut dire que c'est pas gravissime. À la limite, vous coupez 2 minutes plus tôt et c'est bon, vous avez un happy end. Donc, si vous ne connaissez pas Mortel, eh bien, je vous en recommande très fortement le visionnage. Et pour être franc, c'est vrai que c'est un peu dommage. Si j'avais pas eu l'intention de faire un universaliste sur le vaudou, je serais complètement passé à côté. Et ce serait dommage parce que, en fait, c'est juste le synopsis qui donne pas envie. Évidemment que cette série allait finir dans mes tops. Si elle n'avait pas su se montrer de qualité, je peux vous garantir que j'aurais gueulé dessus. Parce que je peux vous assurer que ça fait un moment que je l'attends celle-là. Pour ceux qui ne le sauraient pas, à l'origine, c'est une web-série qui a vu le jour sur YouTube, et dont le pilote a bénéficié d'un doublage français. Pas professionnel et avec quelques défauts, mais néanmoins de bonne facture. L'histoire, c'est que Charlie Morningstar, fille de Lucifer, a décidé de créer un hôtel afin de permettre aux âmes damnées de trouver la rédemption, et donc d'être envoyée au paradis afin de s'épargner une purge régulière de la part des anges. Et comme premier client, elle n'a pas trouvé mieux que Angel Dust, acteur porno accro au sexe, à l'alcool et aux drogues. Parce que pourquoi commencer avec un truc simple ? Cette série d'animation est également une comédie musicale, donc attendez-vous à voir au moins 2-3 chansons par épisode, et c'est peut-être un reproche que je pourrais faire. C'est là où les musiques et les textes sont de qualité, je nie pas. D'un point de vue personnel, je les trouve pas toutes très mémorables. Il y en a que 2 ou 3 que j'ai bien aimé, et parfois quand t'as des dialogues au milieu des chansons, c'est pas super compréhensible. Par ailleurs, un des gags récurrents du pilote, c'est que Charlie a une fâcheuse tendance à partir en mode comédie musicale, ce qui est beaucoup moins le cas pour les autres. Du coup, est-ce qu'il aurait pas mieux valu réduire le nombre de chansons, histoire de garder une certaine cohérence ? Et c'est d'autant plus vexant qu'il y a certaines chansons qui sont sorties sur YouTube que je kiffe totalement, mais qui ne sont pas dans la série. Putain, où est Addict de Angel Dust ? Où est L'Enfer est bon de Charlie et Vaggy ? Maintenant, je reconnais, c'est personnel. Et c'est probablement un autre défaut, peut-être en demi-teinte, c'est que la série se déroule juste après l'épisode pilote. Alors si vous l'avez pas vu, c'est pas grave, car la série reste suffisamment expansive pour raconter comment les événements se sont déroulés, même si je reste assez dubitatif. Parce que beaucoup de points sont présentés dans le pilote et ne reviennent pas dans la version longue. Genre la raison pour laquelle Alastor soutient l'hôtel, la manière dont Charlie a essayé de monter son projet. L'épisode pilote ne dure que 30 minutes, donc pourquoi il n'a pas eu droit à un remaster pour Amazon ? Parce que j'ai vraiment la sensation que si tu regardes la série sans connaître le pilote, ouais, tu vas tout comprendre, mais tu vas quand même louper des trucs. Le style de dessin peut ne pas plaire à tout le monde, pour ma part ça passe sans problème, et l'animation est très bonne. J'aurais cependant un reproche,
Alors je saurais pas vraiment dire si le problème vient de moi ou de la série. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est un souci du dessin, mais je trouve qu'il y a vraiment trop de détails. Des fois, j'avais l'impression que je loupais des éléments. C'est comme si j'arrivais pas à fixer les bons trucs. Ma théorie, c'est que d'ordinaire, on essaye de rendre les éléments moins importants un peu moins nets, histoire que l'œil se focalise automatiquement sur l'élément principal. Et que là, ça n'aurait pas été fait. Pas tout le temps, en tout cas. Donc si c'est ça, s'il y avait possibilité de corriger le défaut pour la saison 2, ce serait cool. Ceci dit, le problème vient peut-être de moi, même si, d'une part, j'espère pas, et surtout, c'est la seule série avec laquelle j'ai eu ce problème. En dehors de ça, je préfère prévenir, ce n'est pas parce que c'est une série d'animation que c'est une série pour enfants. C'est trash, les personnages sont vulgaires, il y a quelques passages violents, voire très violents, mais en dehors de ça, les séquences humoristiques marchent systématiquement, les quelques passages plus émotionnels marchent d'enfer. D'enfer, pardon. Les personnages sont géniaux, même si clairement Angel Dust et Alastor sont mes favoris, avec Charlie en deuxième. Bref, c'est une excellente série, et si vous ne l'avez pas vue, eh bien, je vous encourage à la découvrir. Ça fait un moment qu'elle était dans ma wishlist, celle-là. Grosso modo, ça mixe zombies et Corée médiévale. Bon, les œuvres de zombies, j'en ai déjà vu un bon paquet. Et des bonnes et des moins bonnes, hein. Et évidemment, plus t'en vois passer, plus tu développes ton esprit critique. Et en l'occurrence, Kingdom, c'est génial. On va commencer direct avec les défauts. Le premier, totalement subjectif, j'en conviens, c'est que vous avez intérêt à avoir une bonne mémoire des noms. Surtout des noms coréens. Parce qu'entre les protagonistes, les lieux, les provinces, les clans, sans compter qu'il y avait des magouilles politiques, avec un tel qui fait un complot, machin qui fait accuser des érudits, je vous cache pas que c'est un peu nébuleux, hein. Je n'ai pas retenu le nom d'un seul personnage. Moi dans ma tête, c'est juste le prince héritier, son garde du corps, la reine, la toubib, ça ne va pas plus loin. Il y a aussi certains passages où j'étais pas convaincu par la VF. C'est pas constant, mais il y a vraiment quelques scènes où ça passe moyen. C'est un problème qu'on retrouve dans l'épisode spécial, à Shin of the North, mais pas du tout dans la saison 2. Pas compris pourquoi. Pour le reste, j'ai pratiquement rien à redire. L'histoire est très cool, niveau constitution, alors je connais pas les coutumes et les tenues coréennes de l'époque, mais en tout cas, ça avait l'air crédible. Il y a très peu de CGI, on est majoritairement sur les trucs en dur. Bon, ça se voit quand t'as des gigas de son numérique, hein, mais globalement ça passe bien. Quant à l'intrigue, c'est probablement une des plus fluides et des plus intelligentes auxquelles j'ai jamais eu droit dans une œuvre sur des zombies. Alors oui, il y a quelques passages prévisibles, mais prévisibles parce que c'est logique et pas parce que ça doit respecter un cahier des charges. Le système des zombies est vraiment très bien pensé. Alors, il y a des moments où tu peux te dire, ok, les scénaristes laissent un peu plus de temps à la maladie pour agir, ou certains points où c'est bien pensé, mais il doit aussi y avoir un peu de chance qui joue. Mais c'est pas non plus le truc qui est ultra dérangeant. Notamment quand on voit à quel point la série est ultra quali sur tout le reste. En vrai, il y a eu des moments pendant le visionnage où je me disais, oula, ça a pas l'air très cohérent ce truc là, ou ça a l'air un peu facile, Et systématiquement, quelques temps après, parfois dans l'épisode d'après, c'était les protagonistes eux-mêmes qui mettaient le doigt dessus. Parfois en amenant une explication. Putain, c'est très plaisant d'avoir un scénario qui s'efforce d'être aussi intelligent. Pratiquement toute la première saison, on est dans l'optique de contenir l'épidémie, ce qui n'est pas arrangé par le fait qu'au Moyen-Âge, les moyens de communication, c'est un petit peu limité. Voilà, pour communiquer, il faut envoyer des gugus avec des messages. Pour te battre, c'est soit les épées, soit les arcs et les flèches. À la rigueur, t'as quelques mousquets, mais voilà, c'est pas hyper utile et tout le monde sait pas s'en servir. Il y a tout un aspect sociopolitique avec le problème de la séparation des castes entre les nobles et les paysans. La plupart des aristos sont des lâches égoïstes qui tirent toutes les richesses à eux, évidemment. Donc je sens que la série va beaucoup vous plaire si vous êtes de gauche. Mais en même temps, la situation est pas toute noire ou toute blanche. Le héros, c'est le prince héritier, et il a justement à cœur d'aider les plus démunis. Lui, c'est vraiment le héros au cœur pur qui veut dégommer la corruption, quoi. Et en même temps, t'as des pécores, qui vont faire des trucs dégueulasses. Même si eux, c'est plus pour survivre qu'autre chose. D'ailleurs, en parlant du prince héritier, pour un mec gâté depuis son enfance, il a un putain de bon cardio. Tu le vois qui pique des sprints pour échapper aux zombies, c'est... Ouais, moi je tiens pas aussi longtemps, hein.
La saison 2 est purement dans la continuité de la première. Et elle finit l'arc principal, c'est-à-dire qu'à la fin de la deuxième saison, t'as une ellipse de 7 ans, avec une nouvelle menace qui apparaît. Menace qui dévoile ses origines dans l'épisode spécial Ashin of the North. Du coup, vous vous doutez que j'attends avec une grande impatience la saison 3, et qu'on n'a toujours pas de nouvelles. La dernière sortie, c'était l'épisode spécial en 2021, et depuis, silence radio. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que la série est pas annulée. Il y a toujours de la dispo pour sortir la suite, mais zéro news. Donc Netflix, ça serait gentil de vous sortir les doigts du cul. Quand vous avez des séries cool, ce serait sympa de les finir. Mais bon, dans le pire des cas, vous pouvez toujours vous contenter des 2 premières saisons et couper, voilà, avant l'ellipse temporelle, voilà, et comme ça, globalement, vous avez tout l'arc principal. Ça peut diminuer la frustration. Parce que je peux vous assurer que c'est une excellente série. Sinon, en termes de violence, je pas trouvé excessive pour une œuvre sur les zombies. Alors oui, il y a des membres et des têtes coupées, d'accord. Ou quelques scènes où on va voir un zombie qui arrache un morceau de chair avec les dents. Non, la série est pas gore. Contrairement à du Walking Dead ou du Game of Thrones, t'as pas de mec qui va se faire arracher les tripes ou ce genre de truc. Si tu vois un mec qui se fait submerger par les infectés, oui, tu vas le voir à la limite se faire mordre, mais sans plus. Donc voilà, pitié, regardez Kingdom, histoire que Netflix se rende compte qu'il a du matos de qualité qu'il faut faire connaître. S'il y a eu cette année une série pour laquelle j'étais plus que hypé, au point que j'attendais sa sortie avec une énorme impatience, c'est celle-là. Et clairement, elle m'a pas déçu. La série est une adaptation du roman du même nom, écrit par l'auteur chinois Liu Cixin, dont j'écorche très probablement le nom, j'espère qu'il m'en voudra pas. J'avais lu le roman il y a quelques années, j'avais beaucoup aimé, et autant pas mal d'éléments du système des 3 corps m'étaient restés genre gravés dans la tête, autant pour d'autres j'avais complètement zappé qu'ils avaient eu lieu, quoi. Malheureusement, je n'ai jamais lu les suites. La série Netflix est donc une adaptation du premier roman et du début du deuxième, c'est ce que j'ai compris. La principale différence étant que, contrairement au roman, qui se déroulait intégralement en Chine, et donc il n'avait que des protagonistes chinois, là, on est face à un casting beaucoup plus varié. Mais pas varié juste en mode, allez, on va mettre un chinois noir, un chinois pékin, un chinois blanc, Non, là, c'est juste, on a des scientifiques qui se trouvent partout dans le monde, et donc, il y a des chinois, il y a des anglais, il y a des américains, des français, donc, voilà. Pour moi, c'est plus intéressant que de nous focaliser essentiellement sur un seul pays. Après, chacun ses goûts. L'histoire, c'est qu'à travers le monde, la communauté scientifique est frappée par un grand nombre de suicides et de crises de folie, mais aussi, et ça c'est le pire, la science a l'air de ne plus apporter de résultats cohérents. Parallèlement, certaines personnes obtiennent une sorte de casque de réalité virtuelle futuriste qui leur fait découvrir un jeu au travers de multiples époques, leur demandant de résoudre une grande énigme. Et je vais devoir m'arrêter là parce que j'ai aucune envie de spoiler, et je vous implore très honnêtement de mater la série, parce que c'est probablement une des séries de science-fiction parmi les plus intelligentes que je connaisse. Ça se sent que l'auteur est de base un ingénieur et un scientifique, parce qu'il sait de quoi il parle, parce qu'il y a beaucoup de concepts assez pointus, et qui malgré tout sont très bien vulgarisés, et assez neufs pour te retourner complètement le cerveau. Alors, certains ont un peu tiqué sur le fait que la série était réalisée par D.B. Weiss et David Benioff, et que ce sont 2 cons qui ont complètement bousillé la fin de Game of Thrones. Pour une fois, je serais plus optimiste, parce que nos 2 Gugus, ils se sont occupés de l'ensemble de la saga de Westeros. Depuis le début, comme je le faisais remarquer dans mon tribunal télévisuel dédié, là encore, le lien est dans la description, c'est à partir du moment où ils ne pouvaient plus s'appuyer sur les romans que ça a commencé à vriller. Là où le problème à 3 corps, tous les bouquins sont sortis, donc ils auront aucune difficulté à l'adapter. Bon, maintenant, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe. Y a-t-il des défauts Les effets spéciaux marchent, tant qu'il n'y a pas d'humain devant, hein, je suis désolé, mais les passages dans le jeu en réalité virtuelle, il faut un peu saigner des yeux quand même. En dehors de ça, ça passe très bien la plupart du temps, et justement, la série n'abuse pas des CGI, ou alors c'est franchement pas visible. Y a juste un point qui m'a fait tiquer de toute la série, et en relisant la page wiki, en fait, apparemment c'est aussi présent dans le bouquin, qui me choque un petit peu là par contre. Et là, désolé, je vais devoir spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la série, merci de sauter à ce timecode. C'est bon ? Ok.
À un moment, les défenseurs de la Terre ont l'intention de récupérer la principale base de données de leurs ennemis, qui se trouve sur un navire. Ok, sauf que on peut pas le détruire à coup de missile, ça risquerait d'endommager le serveur. D'accord ? On peut pas éliminer tout le monde avec du gaz, il y a trop d'ouverture. Ils décident donc de trancher tout le bateau avec des nanofibres, ce qui réussit à buter tout le monde sans risquer la vie des copains. Alors vous avez quand même eu vachement de bol que le serveur ait pas été endommagé. Je suis désolé, mais pour moi c'était quand même un sacré coup de poker. C'était tout autant risqué que de lui balancer des missiles. Bref, en dehors de ça, Le Problème à 3 corps est une putain d'excellente série, et il y a intérêt à ce que sa suite sorte très vite parce que je l'attends avec impatience. Wow. Comment en suis-je venu à regarder cette série ? Tout simplement parce que je venais de me mater la saison 2 d'Undawn, qui est sympa mais beaucoup moins que la première. Et je me suis dit, mince, l'actrice principale est quand même excellente. J'aimerais bien voir d'autres œuvres dans lesquelles elle a joué. Et en fin de compte, dans sa filmographie, il n'y avait pas grand chose qui me tentait. En plus du fait qu'elle n'a pas énormément de trucs à son actif. Donc, Brand New Cherry Flavor se déroule dans les années 90, et nous raconte l'histoire de Lisa Nova, une jeune femme qui arrive à Hollywood avec l'intention de se faire un nom dans le cinéma. Elle va attirer l'attention de Lou Burke, ancien producteur, qui va la trahir. À un point tel que, lorsque Lisa rencontrera une sorcière lui proposant de réaliser sa vengeance, elle va immédiatement accepter, et se rendre compte de toutes les conséquences que ça implique. Sauf que, quand je vous dis sorcière, allez pas imaginer des versions façon Harry Potter ou Doctor Strange, non, là c'est sorcière, un peu dégueulasse quand même, Genre, à un moment, elle prépare un ragoût. Non meuf, j'ai vu ce que t'as foutu dedans, il est hors de question que j'avale ça. Les acteurs sont tous très bons, mais alors Rosa Salazar est juste magistrale. C'est aberrant que cette meuf ait pas plus de rôle, tellement elle est excellente. Quelle que soit la scène qu'on lui demande, elle est toujours parfaite. Et comme vous le savez sûrement si vous suivez cette chaîne, je suis pas fan de l'épouvante horreur. Principalement parce que pour empêcher mon esprit de vagabonder toutes les 5 minutes, faut vraiment avoir une très bonne histoire pour m'accrocher. Donc si déjà ça marche pas, alors réussir à me faire peur, c'est mission impossible. Pour cette série, l'intrigue est millimétrée. J'ai pas repéré une seule incohérence. Même éventuellement quelques trucs qui pourraient avoir l'air faciles, non, en fait c'est prévu par le scénario. Pour ce qui est du côté horreur, je suis habitué au gore. Voir des tripes de la cervelle, ça me fait plus grand chose. Néanmoins, il y a quand même eu quelques scènes où je faisais pas trop le fier. Malgré mon insensibilité, il y a eu des passages où j'étais... Oh mon dieu, quelle horreur. C'était vraiment pas beau à voir. Alors, apparemment, certains considèrent que c'est un style d'horreur à la David Lynch. J'ai pas suffisamment vu de films de David Lynch pour confirmer, ou infirmer, mais pour le peu que j'en connais, oui, ça y ressemble. Y a-t-il des défauts à reprocher à la série ? J'en aurais deux. Alors, le premier, purement subjectif. Pourquoi ce titre ? Brand New Cherry Flavor. Une toute nouvelle saveur de cerise. C'est quoi le rapport ? Il n'y a aucun lien avec des cerises dans cette série. Et oui, à la limite, on pourrait prétendre qu'une cerise, ça ressemble à un œil avec le nerf optique. Ouais, bon, ça... Et même là, je suis pas giga convaincu. Mais puis encore, si j'avais pas un peu fouiné pour checker le synopsis, mais je me serais jamais intéressé à cette série. Je me serais pas attendu à une série d'horreur et de surnaturel avec un titre pareil. Du coup, je pense que c'est un point qui peut jouer en sa défaveur. L'autre reproche qu'il a sera à mon avis un peu plus commun à tout le monde. C'est sa fin. Non pas que la fin soit mauvaise, loin de là. Mais c'est une fin ouverte. Alors l'intrigue de Lisa est terminée, mais disons que 5 minutes plus tôt, c'était pas encore certain. Moi j'ai trouvé le final un peu abrupt, même si après réflexion, c'est logique. Mais c'est un peu abrupt quand même. Bref, Brand New Cherry Flavor est une putain d'excellente série. Et si vous ne la connaissez pas et que vous êtes un minimum fan d'horreur ou de surnaturel, et que vous n'êtes pas trop sensible parce que clairement il y a des scènes qui sont pas pour tout le monde, alors je vous la conseille plus que fortement. Et après un tel degré de qualité, il est temps de passer à ma meilleure découverte de 2024, c'est-à-dire... Croyez-moi, je suis le premier surpris de voir cette série aussi haut dans mon top.
Plus le temps passe, plus je me méfie des productions Disney. Ah oui, il leur arrive encore de sortir des pépites, mais quand on voit l'immense majorité des sorties, avec en plus toutes les magouilles pageoises qu'il peut y avoir derrière, ça donne pas des masses envie de suivre tout ce qui sort. Donc quand j'ai vu le logo Disney apparaître à la fin du générique, j'ai un peu serré les fesses. The Owl House, traduit dans nos contrées par Loose Houseville, ce qui techniquement est une transcription juste, mais fait quand même pas mal perdre de sa magie au titre. Bref, la jeune Luz a un peu de mal à s'adapter au monde qui n'a de cesse de brider son imagination débordante. Ce qui fait que sa mère décide de l'envoyer dans un camp d'été pendant 3 mois, histoire de lui remettre les pieds sur terre. Sauf que l'adolescente va se retrouver propulsée dans un autre monde où elle va faire la connaissance de Eda, une sorcière qui va lui enseigner la magie. Et je m'attendais tellement pas à autant kiffer la série. Le dessin est orienté jeunesse, mais ça colle parfaitement avec l'ambiance. Les personnages sont overly cool et attachants. Luz est une petite bouille d'optimisme et de joie de vivre. Elle est adorable à chaque moment de la série, même quand elle fait des bêtises, et croyez-moi, elle en fait souvent. L'animation est super fluide, et sans deck, il y a des combats dans cette série, mais les combats sont parmi les mieux animés que je connaisse. Les gags, comme les situations plus émotionnelles, marchent toutes. Dans Sandek, il y a vraiment eu des épisodes, j'étais au bord des larmes. Il y a même eu certaines vannes ou certaines scènes, j'étais devant, j'ai fait, attendez, Disney a validé ça? C'est eux qui sont toujours à essayer de rester le plus soft possible. Ils ont validé ça. Ok, d'accord. Alors, il n'y a rien de trash, rien de sanglant, il n'y a aucun juron, mais t'as quand même certains passages, de la part de l'usine à Mickey, c'est très surprenant. Après, même s'il y a un fil rouge à suivre, globalement ça reste un mix entre le format feuilletonnant et épisodique. La plupart des épisodes ont leur propre intrigue qui se suffit à elle-même, mais en même temps, chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice. Et davantage forger les relations, les amitiés, etc., etc. Ou juste construire le lore. Parce que oui, cette série a un lore, et l'univers est vachement original et bien pensé. T'as énormément de petites ou de grandes idées qui participent au délire, quitte à rendre le tout un peu what the fuck par moment. Genre, t'as une école de magie, donc pour signifier les débuts et les fins de cours, tu as une sonnerie. La sonnerie, vous voyez, c'est cette espèce de cloche qui se frappe elle-même, là, comme ça. Sauf qu'à Houseville, ce truc a une bouche. Et en fait, la sonnerie, c'est son hurlement de douleur. What the fuck. La saison 2 est un peu similaire à la première, même mélange entre feuilletonnant et épisodique, puis est arrivée la troisième. Alors jusqu'à présent c'était une 20aine d'épisodes par saison, et la saison 3, 3 épisodes. Aïe, de 45-50 minutes chacun, mais quand même. Et là j'ai eu un peu peur parce que ça sentait la compression en mode, bon bah on veut terminer la série donc on va raccourcir au maximum. Je vous cache pas que j'ai eu des flashbacks de Motherland, hein. On finit l'intrigue, mais on balaye un tas de trucs sous le tapis, et peu importe si du coup ça devient incohérent ou beaucoup trop facile. Et bah pas du tout. Ah mais là franchement j'étais sur le cul, hein. La saison 3 est autant excellente que les deux autres. Même si là on n'est plus sur de l'épisodique et entièrement sur du feuilletonnant. Et ça reste malgré tout ultra cohérent dans son ensemble. C'est vraiment le pinacle de la série, qui réussit à se terminer complètement, sans laisser aucun regret. Et la VF est excellente. Après, une des principales critiques que j'ai entendues sur la série, c'est qu'elle était pro-LGBT. Ouais. Enfin, de toute la série, tu as 2 couples gays, dont un qui concerne des personnages qui sont quasiment des figurants. Hazbin Hotel est infiniment plus LGBT-friendly que Loose Houseville. D'ailleurs, c'est un de mes potes qui m'avait fait la réflexion, j'ai adoré l'idée. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à un crossover entre Owl House et Hazbin Hotel? Ça arrivera jamais, mais ce serait cool. Bref, je n'ai qu'une chose à dire, si vous ne connaissez pas The Owl House, je vous invite extrêmement fortement à découvrir cette pépite. Voilà, on en a fini avec mes meilleures séries de 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous en voulez davantage, la prochaine sortie se concentrera sur les tops et les flops des films, et sortira normalement la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour cette... D'accord. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour ce top des séries de 2024. J'aurais peut-être dû faire autrement, mais bon, moi, de toute façon, j'avais pas la possibilité d'accrocher le truc à côté, donc... La première, c'est que mes tops et mes flops. Voilà.
La première, c'est que mes tops et mes flops ne concernent... Ouais, mais là, ça bloque le... Ah, ça bloque le visuel de l'ordi. Ah, fait chier. Ah, putain. Mais putain! Je glisse! C'est qu'un extraterrestre se cache... Ah, putain. Se cache sur Terre. Alors oui, mais non. En soi, c'est pas gênant, mais... À plusieurs... Merde. Il y avait le ressort comique de l'alien qui est coincé chez lui à cause... Il y avait le ressort de le... Ah, putain. Parce que oui, le film a eu de vrais démolés. De vrais démolés. Oui, bien sûr. Pourquoi pas des démoulés pendant qu'on y est. Mais il y a vraiment eu des... Oula. Qu'est-ce qui se passe en bas? Fais pas des conneries, Mélusine, hein. Vous vous y attendiez pas, hein. Je suppose que vous ne vous y attendiez pas. Je suppose que vous ne vous y attendiez pas. Je suppose que vous ne vous y attendiez... Je suppose que vous ne vous y attendiez pas. Quand elles ont une... Parce que mettre des étenus... Des étenus, oui, bien sûr. Putain, ça fait déjà près d'une heure que je suis dessus, je suis à peine au numéro 15, putain. Hein, c'était aussi sournois et lâche que laid et brut. Aussi sournois et lâche que laid et brut. Et stupide, voilà, c'est... Pourquoi je veux dire laid et brutal, mais... Aussi sournois et lâche que... Aussi sournois et lâche que laid et stupide. Mais putain, pourquoi j'y arrive pas? Puisque Blackadder devient, à l'inverse, l'individu le plus brillant du contexte. Ça. Je n'ai déjà plus de voix. Enfin, si, j'ai toujours ma voix. Mais j'ai mal. J'ai les cordes vocales complètement en feu. Ça se voit que je suis pas un grand parleur. Hein. Bouillon mon balou. Bouillon mon petit balou. Mon cul va mon bébé. Oh. Ça va? Ça va mon bébé? Ça va mon bébé? Oh. Tu veux venir? Tu veux venir sur mes genoux? Non? Hésite. J'hésite. Allez mon bébé. Hop. 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 Je vais t'aider. Voilà. Hop là, hop là, hop là. Voilà. Et je me mets en tailleur pour pas que tu tombes. Voilà. Ça va? Bon bah tu seras filmé, hein. Tant pis pour toi. Mais n'étant pas particulièrement fan du lore de One Piece, bon bah c'est pro. Ah, tu repars déjà? Bon bah. Sans dégommer le micro, ça aurait été mieux. D'ailleurs, pour ceux qui seraient gênés par la nudité... Ah, putain. D'ailleurs, pour ceux qui seraient gênés par la nudité frontale... Donc, soit je commence à bien mémoriser les subtilités des visages asiatiques. Oui. Je sens que je vais commencer à boire entre chaque prise, là. La tendance, c'est complètement... Aïe. Et pas à la mesure d'une bande d'actionnaires complètement déconnée. Mais bon, si vous hésitiez... Ah, putain. Ceci dit, on est très loin des catastrophes du MCU. N'est-ce pas, Nathalie? Non, merde, putain. Non, là, ça va pas être possible. Acteur porno accro au sexe, à l'alcool. Putain. Acteur porno accro à l'alcool. Putain. Je fais presque 3 heures de tournage, hein. Je précise. Et quelques rares scènes où on va voir un zombie qui arrache un morceau de chair, oui. Et quelques rares scènes où on va voir un zombie qui arrache un morceau de cerf, oui, d'accord. Alors, certains ont un peu tiqué sur... À un point tel que lorsque Lisa rencontrera une sorcière... Luce est une petite bouille d'optimiste et de joyeux... d'optimisme. Luce est une petite vie. Je vais pas y arriver. On finit l'intrigue, mais on balaye un tas de trucs sous le sati. Asbin Hotel est infiniment plus LGBT friendly que Losers. Ah putain de merde.